Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance flippante parce qu'on se retrouve pour la vidéo Halloween et c'est certainement l'une des meilleures vidéos qu'on ait tournées jusqu'à aujourd'hui. On a mis le paquet, on a pris tous nos potes, on leur a proposé de venir raconter une histoire d'horreur dans la cave. Ils sont beaucoup à avoir accepté. Du coup aujourd'hui je vous propose 8 histoires d'horreur racontées par moi, Manon et nos potes. On vous offre cette petite vidéo pour Halloween. C'est l'une des plus produites, les plus travaillées, donc j'espère vraiment que vous allez apprécier. Je tiens à remercier deux personnes, mon père qui m'a aidé à vider la cave et un peu la préparer, et Coco qui était derrière la caméra, qui se reconnaîtra, qui ne voulait pas apparaître à l'écran, mais qui voulait bien servir de directrice technique et nous aider à gérer les cams et tout pendant que nous on tournait, donc merci à vous deux. En attendant, moi je vous souhaite bon visionnage. Bon, alors, on est réunis avec tous ces gens, voilà, qui vont se présenter un à un, à commencer par Melvin. Bah du coup je m'appelle Melvin, j'ai 21 ans, j'ai déjà mis du Nutella sur mon chien. C'est pas ça l'émission? Très bien. Est-ce que t'as un truc à promouvoir, genre Non, juste que il y a les ateliers théâtre qui commencent à Grenoble. Si vous êtes sur Saint-Martin-d'Air, n'hésitez pas à aller à l'association théâtre. Enfin, moi c'est Camille et la seule chose que je peux promouvoir c'est ma chaîne Twitch où on papote, on joue, vraiment bonne ambiance et du coup c'est Game Situation. Voilà. Et du coup moi c'est Mathieu avec 2T et un H. Alors moi ce que je pourrais promouvoir, j'ai un stage à faire dans le milieu du sport. Donc si quelqu'un travaille dans le multisport, ça serait le mieux. Multisport, petite enfance, découverte de sport, ça voilà. Je recherche activement et je suis passionné par ça. Donc voilà. Moi c'est Justine. Qu'est-ce que je peux promouvoir? Oui, mon compte TikTok, je vais essayer de me remettre à fond. Rigolez pas, c'est vrai. Et du coup c'est un compte où je fais surtout de la danse, donc voilà, n'hésitez pas, c'est Juginette. Elle est douée. De toute manière, il y aura tous les liens dans la bio. À toi. Alors bonjour, moi c'est Manon, on s'en fout de l'âge, je suis la plus jeune, j'ai un super compte TikTok, j'ai déjà oublié le nom, c'est Noonval 1 je crois. Il y aura tout dans la bio. Et allez voir la partie sur sa chaîne aussi, parce qu'on fait une vidéo qui est similaire. Tout le monde a deux histoires. Il y en a une histoire chez moi, une histoire chez elle, voilà. Je peux finir de me présenter? Pardon. Mon Twitch Noonval, mon YouTube Noonval, et c'est tout. Je sais pas ce que je peux promouvoir, mais Léa. Moi je m'appelle Léa, je suis née en 2004 et j'ai rien à promouvoir, voilà. Peut-être tes codes réduction Too Good To Go. Je suis une grosse consommatrice de Too Good To Go. Alors bonjour, je m'appelle 21 ans, j'ai Bastien, j'ai déjà mis du chien sur mon Nutella. Si j'ai quelque chose à promouvoir, effectivement, allez sur ma chaîne XBastXP, il y a des contenus exclusifs qui sortent de manière récurrente. Donc envoyez-moi de la force. Ça fait combien de temps que t'as posté déjà? Ah c'est pas grave, ça. Envoyez-moi de la force. Et on commence par l'histoire de Mathieu. C'était un soir, pas un soir ordinaire où la pluie tombe calmement, où la ville s'endort sous les lampadaires. Non, cette nuit-là, le ciel semblait ouvert en deux, comme s'il pleurait de toutes ses forces. La voiture roulait sur une petite route forestière, perdue quelque part dans la montagne ardéchoise. À l'intérieur, 4 jeunes riaient fort, comme pour cacher une nervosité qui leur serrait l'estomac. Il y avait Émilie, la meneuse du groupe, celle qui avait trouvé l'endroit parfait pour une vidéo Halloween. Maya, passionnée de paranormal, le sourire crispé. Léo, son copain, comme prêt à tout pour la suivre. Et enfin, Thomas, celui qui rigolait fort, mais dont les jambes tremblaient sans qu'il ne s'en rende compte. Il roulait vers Asile de Montfaucon, un ancien hôpital psychiatrique fermé depuis 1978. On disait
que les patients y avaient disparu. D'autres parlaient d'expériences étranges. Et surtout, on racontait qu'à la pleine lune, qu'on pouvait encore entendre des voix chanter depuis l'intérieur. Le portail rouillé apparut au bout du chemin. Un grand grillage noir, tordu par le temps, grinçait au rythme du vent. Les arbres sifflaient comme s'ils prévenaient les intrus de faire demi-tour. « Bon, on y va ?» dit Émilie, faussement confiante. « T'es sûr de ton plan ?» demande Léo en filmant déjà avec sa lampe torche. « Allez, c'est juste un bâtiment, rien de plus. » Il passait le portail en silence. La pluie avait ralenti, mais la brume s'était épaissie. Elle était comme collante. L'asile était là, massif, noir, avec des fenêtres comme des orbites vides. À l'intérieur, chaque pas résonnait. L'air sentait le moisi, la rouille et quelque chose d'autre. Un parfum métallique, comme du sang séché. Ils éclairaient les murs tagués, les longs couloirs au carrelage fissuré. Sur certains murs, des affiches dévalées montrant encore les sourires forcés des patients oubliés. « Regarde ça !» murmura Maya. Elle pointa du doigt une inscription sur le mur, gravée à la lame. « Ce n'est pas moi qui chante. » Ils riaient nerveusement, mais le rire s'éteignait vite. Une voix d'enfant, terrifiante, venait du couloir de gauche. Thomas éclata de rire pour se rassurer. « C'est quoi ça, un squatter ?» Mais aucun d'eux ne bouge. La voix continua plus proche. Une comptine simple, mais la façon dont elle résonnait dans le bâtiment, glaciale. Comme si les murs chantaient avec elle. « On va voir », dit Émile. Personne n'avait vraiment envie, mais personne n'osa dire non. Ils s'avancèrent lentement dans le couloir. La lumière de leurs lampes tremblait comme leurs mains. Les carreaux au sol craquaient comme des os. Une porte à moitié ouverte. Derrière, une ancienne salle de soins. Des lits rouillés. Des sangles toujours accrochées. Sur les murs, en lettres noires dégoulinantes. Ils regardent même quand tu dors. « Bon, c'est malsain, on dégage », souffla Léo. Mais Maya fixa le fond de la pièce. « Attends, t'as vu là-bas ?» Un petit ours en peluche, détrempé, posé sur une chaise. Et juste au-dessus, un vieux tourne-disque allumé. Pourtant, il n'y avait aucun vinyle dessus. Pourtant, la chanson continuait. « Non, 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 c'est pas possible », dit Thomas. Puis, clic, le tourne-disque s'arrêta net. Silence. Un silence qui happait, qu'on aurait juré qu'il étouffait l'air. Et soudain, bam! La porte derrière eux se claqua violemment. Leur lampe se mit à vaciller. Dans l'obscurité, une respiration lourde, juste derrière eux. « C'est pas drôle, arrête », dit Émile d'une voix tremblante. « C'est pas moi », dit Thomas. « Moi non plus. » Quelque chose passa derrière eux. Une ombre, rapide, pas humaine. Trop grande, trop fine. Puis une voix chuchota à l'oreille de Léo. « Ce n'est pas moi qui chante. » Il hurla. Il courut dans le couloir, à toute vitesse, glissant sur le sol humide. Les portes claquaient, toutes derrière eux, une à une, comme si quelque chose les suivait. La comptine reprit, mais cette fois, ce n'étaient plus des chants, pas une seule voix. Elles étaient des dizaines, aiguës, enfantines, folles. La lumière s'éteignit. Toutes les lumières. Plus de sortie visuelle. Le couloir semblait plus long, déformé, comme si l'asile lui-même les avalait. Maya, devant, s'arrêta brusquement. Devant eux, une rangée de patients, sans visage. Des silhouettes pâles, vêtues de blouses d'hôpital, se balançaient doucement, au rythme avec la chanson. Aucun bruit de pas, juste ce chant. Un patient ouvrit la bouche. Pas de langue,
Pas dedans, juste un trou noir. Et la voix de la comptine sortit de là. Émile sentit une main glaciale se poser sur sa nuque. Elle se tourna. Une femme, ou ce qu'il en restait. Ses yeux n'étaient que des orbites noires. Ses cheveux pendaient comme des algues. Sa bouche s'ouvrit si large qu'on pouvait y passer un point entier. Chante avec nous. La lumière revient en une fraction de seconde. Les lumières n'étaient plus blanches, ils étaient couverts de griffes, de noms répétés encore et encore parmi eux, leurs propres noms. La suite se perdit dans les hurlements. Le lendemain matin, la gendarmerie trouva la voiture abandonnée près de l'entrée. Les téléphones filmaient encore. La vidéo s'arrêta sur une image floue. Une silhouette aux cheveux longs souriait. Aucun des 4 n'a jamais été revu. Mais certains disaient que si tu approches de l'asile un soir de pluie, tu peux encore entendre la comptine. On disparaît. Ces petites anabines un peu histoire de feu de bois, cette histoire-là. Le boom, il m'a fait peur. Ouais, c'est ouf. Bref, maintenant on va passer à l'histoire de Camille. Alors moi, mon histoire, c'est une vraie histoire que j'ai vécue il y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 3 ans et demi à peu près, quand j'habitais sur Paris. Mais c'est une histoire un peu surnaturelle. Voilà, comme ça vous avez un peu les bases. Je suis arrivée à Paris dans un petit appartement, 23 mètres carrés, vraiment le petit studio d'étudiant, quoi. Vraiment le truc, bon, on survit, quoi. C'est aléatoire, j'ai promis. Au moins, ça met l'ambiance. Et au début, tout se passait bien. On va dire que, voilà, je vivais mes études tranquilles, quoi. Et je sais pas, au bout de peut-être 4 mois que j'ai emménagé, il y avait des choses qui commençaient à être trop étranges. Le robinet qui s'ouvre tout seul, ou des fois je parlais à mon chat, que je pense que comme toute personne humaine parle à ses animaux. Et des fois je rentrais, je disais à mon chat « Ah, ça va, tu m'as manqué ?» Le robinet qui s'ouvre. Enfin, dès que je posais des questions, des fois à mon chat, c'était le robinet qui s'ouvrait. Enfin, c'était vraiment trop bizarre. C'était pas du tout rassurant, mais en même temps, je me sentais pas stressée. Enfin, c'était vraiment pas une sensation d'étouffement comme on pourrait imaginer. Mais ça a commencé à être de plus en plus fréquent et de plus en plus... Enfin, même mon chat, je voyais qu'il voyait autre chose aussi. Donc bon, après, au fur et à mesure, le soir, j'étais pas spécialement rassurée. Et ça a duré quand même un petit moment, mais voilà, vu que j'étais pas oppressée, je me suis dit, bon, allez, tranquille, on survit. Et un soir, je vais me coucher. Franchement, bonne ambiance. C'était plus ou moins vers cette période en plus, je crois. Alors un peu automne, hiver. Et vraiment, je vais me coucher en mode pilou-pilou. Ceux qui suivent sur mes streams, ils savent, j'ai ma grosse sweat plaid là, vraiment en mode hiver. Et je dors et... Je sais pas, je dors super mal et tout, alors que d'habitude, je suis tellement crevée que je tombe vraiment comme une merde. Et là, vraiment, je me réveille et il faut savoir que mes murs, c'était du tout blanc, mais crépi. Donc vraiment, le truc horrible à nettoyer en temps normal, vu que c'est du crépi, donc c'est une galère. Et là, je me réveille, tous mes murs noirs de poussière, de fumée. Comme si, ouais, il y avait eu comme un incendie dans l'appartement. Dans mes petits 23 mètres carrés. Et en fait, mais vraiment, tout partout, quoi. C'était dans mes placards. En fait, tout ce qu'il y avait dans mon appartement avait pris une fumée, mais noire. Donc, je prenais des tasses, des verres, même retournés. En fait, dedans, c'était noir. Je me suis réveillée, j'avais du noir partout sur le visage, de fumée. Vraiment, je me suis réveillée dans le miroir. J'ai fait, il s'est passé quoi, là ? Et après, non mais vraiment on avait l'impression que je sais pas, j'avais sniffé de la poussière. Genre vraiment ça avait aucun sens. Et pendant des mois et des mois j'ai dû retrouver de la poussière noire, mais enfin c'est pas de la poussière, c'était vraiment comme la fumée en fait, comme ça fait. Et à partir de cette soirée là, il y a eu plus aucun événement, plus de robinet qui s'allume, plus de bruit bizarre, vraiment comme si je sais pas le fantôme ou ce qu'il y avait explosé, je sais pas, c'était trop bizarre.
Et pendant des mois, et encore après mon déménagement, j'ai retrouvé des objets noirs de poussière, enfin de fumée. Et je ne sais jamais ce qui s'est passé. Il a foutu le bordel avant de partir. Ouais. Ok, oui, c'est... Mais vraiment, je serais incapable d'expliquer ce qui s'est passé et c'était quoi. Mais ouais, j'avais des petits mouvements quoi dans l'appart. C'était vivant pour quelqu'un qui habite toute seule en études. C'était sympa quoi. T'es sûr que t'as passé une colocation et un gars s'est immolé chez toi, genre? Peut-être que c'est moi du coup qui est arrivé chez la personne. On sait pas trop. Un fantôme de plombier. Il y a un truc que je trouve très étrange. Comment t'as réussi à trouver un 23 mètres carrés sur Paris? C'est un petit appartement. Bah écoute, une petite annonce dans une boulangerie, c'était sympa. Ma petite question, c'est genre, toi tu t'installes dans un appart, le robinet il s'ouvre tout seul tout le temps. Première chose que tu te dis, c'est pas j'appelle un plombier, c'est paranormal. Alors, j'ai déjà eu un truc paranormal que j'expliquerai dans la vidéo de Manon. Oh là là. Donc c'est pour ça que j'ai pas été Oh le inquiétée. teasing quoi. Bah oui, attends, je suis forte hein. Ça faisait vraiment ça, et partout dans les placards, quoi, dans mes vêtements, partout. Vraiment comme si c'était un endroit qui avait pris feu, mais qu'en même temps rien n'avait brûlé. Et t'avais pas laissé, t'avais pas laissé la fenêtre ouverte la nuit? Non. Des fois j'en rigolais, mais bon, je pense qu'inconsciemment j'étais un peu dans le déni pour pas stresser, mais... Ouais, j'avais ma petite pote, quoi. 23 mètres carrés à Paris, tu fais une coloc à 3 ou un petit appartement. Ouais, ça c'est... Bon, inconvénient, elle participait pas au loyer. On va passer à l'histoire de Justine. Alors, moi je vais vous raconter une histoire vraie. Pour poser un peu le contexte, c'est l'histoire de Brian, qui est un adolescent de 15 ans, qui est au collège, et qui vit dans un petit village à côté de Montréal, au Canada. Mais son collège, lui, il est à Montréal, donc à 5 km de chez lui, donc tous les matins, il doit prendre le bus. Jusqu'ici, une vie plutôt classique d'un collégien. L'histoire, elle se passe en décembre, aux alentours de Noël, et comme souvent le matin, Brian, il se réveille un petit peu en retard, et il voit qu'il a neigé toute la nuit. Donc il y a beaucoup de neige dehors. Du coup, il comprend qu'il va devoir descendre à la cave, récupérer la pelle pour pouvoir déneiger l'entrée et sortir de chez lui. Bon, chiant, le matin tu te lèves, tu dois faire ça. Chiant, mais il a l'habitude. Donc il râle, mais bon, il le fait, de toute façon, il n'a pas le choix. Donc il descend et la cave, elle se trouve dessous l'escalier. La cave, c'est un peu le repère d'Harry Potter, quoi. Et donc, il arrive devant la porte de la cave et premier truc bizarre, la porte, elle est ouverte. Ce qui est bizarre, c'est que son père, il descend rarement. Mais bon, il se dit peut-être c'est lui qui est descendu, il a oublié de refermer en partant. Bon, ça peut arriver. Mais chose encore plus bizarre, normalement, il y a un verrou à code sur cette porte. Et là, il n'y a aucun verrou, nulle part. Je cours. Brian, il va pas fuir. Il écoute, il entend aucun bruit. Donc il se dit, ok, bon, ben, j'y vais, il se pose pas trop de questions, il descend. Et la pelle, elle se trouve tout au fond de la cave, juste à côté de la porte de la buanderie. Donc il y va. Et dans la pièce adjacente, il entend des bruits de pas et des grincements. Donc il s'arrête avec la pelle en main et d'un coup plus rien. Bon, encore une fois, il trouve ça bizarre, mais bon, c'est le matin, il a un peu la tête dans le cul. Faut qu'il aille déneiger son truc, il est en retard, bof, voilà. Donc il remonte tranquillement, il va déneiger son allée et ensuite il part à l'arrêt de bus. Donc il prend le bus, il passe sa journée normale au collège, classique, les cours, les potes, etc. Et il en vient à oublier ce qui s'est passé le matin, parce qu'il passe une journée plutôt classique. À 17h, il y a la cloche qui sonne pour la fin des cours, et du coup il repart jusqu'à l'arrêt de bus pour rentrer chez lui. Mais il y a un ami à lui qui lui dit que le bus va avoir un peu de retard et donc il lui propose de rentrer à pied. 5 km à pied, c'est chiant. C'est chiant. Et du coup, Brian, il a la flemme. Donc il décide d'attendre le bus. Sauf que le bus, il arrive quand même 2 heures après. Donc à 19h, le bus, il arrive. Brian, il se dit que c'est une sacrée journée de merde. Et bon, tant pis, il est épuisé, il monte dans le bus et il y va, quoi. Et le chauffeur de bus, il arrête comme tous les jours à l'orée du bois de l'Équerre, donc qui est juste à côté de sa maison. Et Brian, il descend. Il est presque 20h à ce moment-là, et quand il descend, il a un mauvais pressentiment. Il sait pas trop pourquoi, truc bizarre, mais bon, je dis la journée, elle était longue, vas-y, tant pis. Et pour rentrer chez lui, il doit traverser le bois. Mais il a l'habitude, il fait ça tous les jours, donc c'est ok.
5 bonnes minutes après, il arrive devant chez lui et il voit la voiture de son père garée. Il reconnaît la plaque d'immatriculation. C'est bien un Honda Break des années 90, sauf que la voiture, elle est grise. Et la voiture de son père, c'est aussi un Honda Break des années 90, mais elle est rouge. Donc il trouve ça bizarre, surtout que la voiture, elle est un peu délabrée, elle n'est pas très propre, alors que son père, il en prend hyper soin d'habitude. Donc il y a quelque chose qui cloche. Son mauvais pressentiment, il grandit, surtout, encore plus, quand il voit que la porte de la cuisine, elle est ouverte. Brian, il passe tous les matins par la porte de la cuisine pour sortir. Il la ferme toujours à double tour, donc il sait que c'est pas lui, il vérifie tout le temps. Il sait que c'est pas lui. Il décide du coup d'être un peu malin et de pas rentrer par la porte de la cuisine, mais de rentrer par le garage. Où dans le garage, il y a une porte qui donne sur la cuisine. Et quand il rentre dans le garage, il voit qu'il y a la voiture de son père. Donc c'est sûr que la voiture de devant, c'est pas celle de son père. Donc il rentre dans la cuisine, sauf qu'au moment où il appuie sur la poignée pour rentrer, la porte elle s'ouvre d'un coup. Et il y a un homme d'une 50aine d'années, grand, chauve, barbu, qui ouvre et qui dit « T'es qui ?» PTDR, t'es qui? Brian, il est un peu choqué, il répond pas, il sait pas quoi dire. Donc l'homme, ça l'énerve, et il redit « T'es qui ?» Et Brian, il dit « Mais toi, t'es qui en fait ?» Il dit « Moi, j'habite là, t'es qui ?» Et là, l'homme, il s'adoucit d'un coup. Et il lui dit je m'appelle Stephen Clark, je vais acheter cette maison, donc je viens la visiter avant de l'acheter. J'attends tes parents et en attendant, je visite la maison. Tranquille. Ouais, tout seul. Brian, il trouve ça bizarre, mais il fait confiance à ses parents. Un peu naïf. Ils sont dans la cuisine. Brian is in the kitchen, exactly. Et du coup, Brian, il se dit ok, il rentre. Et il va vers le frigo pour récupérer un plat de spaghettis que sa mère lui avait laissé. Bon, bref. Pendant que Stephen, du coup, lui, il monte à l'étage pour continuer sa petite visite tranquille. Donc Brian, il fait chauffer ses spaghettis, puis il va se poser devant la télé, sur le canapé. Il se met un petit dessin animé, mais il est quand même pas très rassuré qu'il y ait un inconnu dans la maison, sans surveillance. Donc, en parlant un peu fort pour qu'il l'entende, Brian, il demande à l'homme « T'es où et tu fais quoi ?» Et l'homme, il répond énervé « Je suis dans la salle de bain, laisse-moi tranquille !» Bon, Brian, il trouve cette réponse un peu violente, mais ça le rassure de savoir qu'il est toujours là et que, bon, voilà, il est normalement hors de danger. Donc, du coup, il se met son petit dessin animé, il mange ses spaghettis, voilà, en attendant ses parents. Il attend pendant des heures, il passe une bonne partie de la soirée devant la télé, et ses parents, ils rentrent toujours pas. Et au bout d'un moment, il s'endort sur le canapé. Et à 23h55, il est réveillé par une notification sur son téléphone. Et quand il regarde, il a 3 messages non lus de sa mère. Le premier message, elle lui dit tout simplement on va rentrer tard avec ton père, il y a des spaghettis dans le frigo, vas-y, sers-toi. Deuxième message, elle lui dit on rentre dans 2 heures, reste pas trop longtemps devant la télé. Message classique d'une maman. Troisième message, elle lui dit on arrive, au fait, on est avec un homme, Stephen Clark. On arrive avec lui. C'est un homme très accueillant. Il vient pour acheter la maison. Donc là, Brian, il comprend que l'homme qui est dans sa maison, c'est pas la personne qu'il prétend être. Et il a à peine le temps de capter ce qui se passe, qu'il entend des pas dans l'escalier, qui marchent tout doucement. Et quand l'homme il arrive devant lui, il lui dit tu t'es endormi, Brian ? Tu sais quand tes parents y rentrent ? Brian, il est un peu malin sur ce coup-là. Il lui dit ils vont rentrer très tard, il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous et que vous reviendrez demain. L'homme, il dit que non, il va les attendre. Il n'y a pas de souci, il peut surveiller en attendant.
Et Brian, il dit qu'il n'a pas besoin d'être surveillé, qu'il a envie d'être seul, et voilà, il lui dit de rentrer chez lui. Le prétendu Stephen commence à s'énerver, à lui hurler dessus en disant « C'est quoi ton problème? Tu veux que je me casse, c'est ça ?» Et il sort un couteau. Oui. Il sort un couteau, et là, Brian, il n'a pas le temps de répondre, il court. Il court, il sort de chez lui et il va se cacher dans le cabanon de jardin. L'homme, il a une 50aine d'années, il n'est pas en très bonne santé, donc il n'arrive pas trop à le suivre. Mais bon, on va pas se mentir, le cabanon de jardin, c'est pas non plus une cachette assez dissimulée, c'est assez évident. Donc il sait que c'est qu'une question de temps avant qu'il le retrouve. Et effectivement, quelques minutes après, il entend un grand coup sur la porte du cabanon. La porte, heureusement, elle résiste. L'homme, il se dit qu'il n'y a personne dedans. Et donc, il continue à fouiller aux alentours. J'étais dedans, là. Je te déteste. On est trop dedans. Donc, l'homme, il fouille dans les tas de neige aux alentours et tout, et il trouve rien. Et là, il y a le portable de Brian qui sonne. Brian, il sait que l'homme l'a entendu, il est persuadé, il raccroche. C'est ça. Donc il raccroche, c'était sa mère, mais tant pis, il raccroche. Et là, il n'y a plus de bruit. Et puis d'un coup, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing sur la porte. L'homme, il a compris que Brian était là, c'est sûr. Et il continue à crier, à l'insulter, à lui dire d'ouvrir, qu'il va le tuer, etc. Et là, son téléphone, il ressonne. Là, il se dit, de toute façon, bah, c'est mort, c'est fini, il sait que je suis là, donc vas-y, je décroche. C'est encore sa mère. Brian, ce qu'il fait directement, c'est qu'il tend le téléphone vers les coups sur la porte, et sous la panique, il n'arrive pas trop à parler, il dit juste à sa mère, il y a un homme derrière la porte, appelle les secours. Sa mère, elle répond rien, mais elle raccroche pas. Donc là, Brian, il se dit, bon, c'est mort, tant pis, je vais mourir là, voilà. Bon, merci maman, je vais mourir, super. Merci d'avoir participé. Voilà. Mais là, d'un coup, bah, encore une fois, plus rien, plus de bruit. Et il entend les pas de l'homme contourner le cabanon. Et d'un coup, il brise la fenêtre sur le côté gauche. Il passe une jambe. Il passe la deuxième jambe. Et là, bon, bah, Brian, il se dit oui, effectivement, c'est la fin. Voilà. L'homme, il avance. Brian, il essaie de sortir par la porte d'entrée, sauf que bah, à cause des coups, le verrou, il s'est affaissé. Impossible d'ouvrir la porte. L'homme arrive, attrape le cou de Brian, serre, et d'un coup, ils entendent tous les deux des sirènes de police, des chiens qui aboient. L'homme, il prend peur. Il s'enfuit en courant avec son couteau. Il s'enfuit dans la forêt. Et Brian, il entend des coups de feu, des aboiements, des cris. Et d'un coup, on a un officier de police qui arrive. Brian est sauvé, heureusement. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, que l'enquête a révélé, et encore plus effrayant, puisqu'en fait, cet homme, ben, c'était pas Stephen Clark, vous l'aurez compris, mais il était quand même bien connu des services de police, parce que cet homme, il s'appelait Wally. Il s'appelait Wally Butcher. J'allais dire pour l'instant, c'est un Pixar. Voilà, non, il s'appelait Wally Butcher. Et il était déjà connu des services de police parce que ça faisait un moment qu'il le cherchait. Effectivement, il avait été arrêté pour enlèvement et meurtre sur des enfants entre 1989 et 2001. Ah oui. En 2001, il a été arrêté et il s'est échappé de prison en 2003. Et on ne l'avait plus jamais revu depuis, jusqu'à ce jour-là. Apparemment, il se cachait dans une cabane dans la forêt. Donc il avait dû voir Brian un bon nombre de fois et avoir dû réfléchir à comment il allait procéder. Et comme vous vous en doutez, bah, Brian et ses parents, ils ont déménagé quand même peu de temps après à Boston. Dans une forêt. Voilà, ils ont un petit peu écourté leur séjour au Canada. Et voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pas écouté ça tout à l'heure. Je veux pas y aller. J'ai une question. Ouais.
Le mec, il avait un couteau. Pourquoi, au lieu de l'étrangler, il l'a pas planté? Je pense qu'il y avait la panique des deux côtés. Honnêtement, je pense qu'il y en a aucun qui réfléchissait. S'il était connu pour enlèvement, il a peut-être voulu. c'est sûrement. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il voulait d'abord l'enlever avant de le tuer. Ça, c'est possible. Peut-être même juste faire durer le moment où il le. Ah oui. Et du coup, au début de l'histoire, quand il va dans son sous-sol pour trouver sa pelle et qu'il n'y a plus le cadenas, peut-être qu'il était déjà sur place, le boug. C'est fort probable. Mais non, mais déjà, outre le message, tu coupes le son de ton tel. Mon premier réflexe. Le mec, il pète la vitre, il rentre, hop. Et c'était une caméra cachée, une caméra là, et là, t'es trop con, Ryan. Ça aurait été compliqué avec maçonnerie, moi, perso, je pense. Pour ceux qui connaissent maçonnerie, avoir Ocarina of Time de Zelda. Non, mais pas mal, très bien raconté. Très bien raconté. Tu l'as prise par cœur. Le cri était horrible. Oui. Ouais. Ah, le cri très bien, ouais. Ça, j'ai d'aller sur le bon moment, c'était très bien. Si vous cherchez des histoires d'horreur, allez sur Reddit, c'est génial. Ouais, j'en ai beaucoup vu. C'est vrai. On passe à l'histoire de Melvin. Alors moi, du coup, je vais vous emmener en 1940, dans un contexte de guerre, mais dans l'Union soviétique. On va partir de la France et autres endroits conventionnels. On va aller dans l'Union soviétique à cette époque-là. Donc c'est un contexte de guerre. L'Union soviétique va être la plus grande puissance. Et du coup, elle va commencer à faire des expériences qui peuvent aller à l'encontre de l'éthique. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle est, je crois, assez connue, ou en tout cas, elle fait beaucoup parler d'elle sur les creepypasta. Et si vous les connaissez dans les commentaires, n'hésitez pas à dire « je la connaissais ». Donc on est en 1940, c'est une expérience effectuée par le gouvernement qui promet à 5 prisonniers, donc sortis du goulag, une remise de peine, c'est-à-dire que quand ils auront effectué pendant la durée de l'expérience c'est 30 jours. Après ces 30 jours, ils pourront être remis en liberté. Cette expérience, elle porte sur le sommeil, et donc ils vont être pendant 30 jours dans une pièce, gardés, éveillés, 30 jours d'affilée, grâce à une substance psychotrope, donc c'est-à-dire qui agit directement sur le cerveau et qui va les empêcher de dormir pendant 30 jours. En fait, c'est une expérience qui est du coup cachée dans, je sais pas, peut-être un bunker ou un laboratoire un peu secret. Du coup, il y a très peu de scientifiques qui participent à cette expérience très peu éthique. Pendant les 4 premiers jours de cette expérience, il y a tout qui se passe bien, enfin, à peu près. Les 5 prisonniers, ils sont dans une salle, les 5 ensemble, et ils restent éveillés, et on garde toujours un œil sur eux. Donc ils sont surveillés en permanence, réveillés en permanence. Les 4 premiers jours sont tranquilles. Mais c'est le 5e jour qu'il va y avoir un problème, parce que la vision va être obstruée. Les scientifiques n'ont plus aucun moyen de voir ce qui se passe dans la salle qui contient les prisonniers. Et il va commencer à y avoir des cris horribles, des gémissements des prisonniers, alors que tout allait bien la veille. C'était juste les yeux grands ouverts comme ça, mais il n'y avait pas forcément de bruit ou de mal. Là, il y a des gémissements, des cris, et on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe dans la salle où ils sont. Du coup, plusieurs jours après, les scientifiques, ils ne savent pas quoi faire, et du coup, ils décident de quand même aller vérifier ce qui se passe dans cette salle. Parce que c'est impossible pour eux de continuer leur expérience s'ils savent absolument pas ce qui se passe dedans et quels sont les effets. Ils savent pas du tout ce qui se passe. Du coup, ils décident d'aller ouvrir la porte directement de la salle où se trouvent les prisonniers. Ils ouvrent cette porte et là, devant eux, il y a vraiment une scène atroce. C'est horrible à regarder. Les murs, ils sont couverts de sang et de matière fécale. Et la peau des prisonniers, elle est arrachée. Lambeaux de peau sur les bras, les jambes. Ils se sont déchirés eux-mêmes les bras et les parties de leur corps. Et ils sont en train de crier, de gémir. Et quand ils voient les scientifiques, ils les supplient. Mais alors quand je vous dis ils les supplient, c'est ils se mettent à leurs pieds, ils leur lèchent les bottes, ils leur crient dessus pour ravoir de cette substance psychotrope qui les maintient réveillés. Parce que pour eux, c'est impossible de s'endormir. Il ne faut absolument pas qu'ils s'endorment. Et si pour eux ils s'endorment, ils vont mourir. C'est impossible. Il faut qu'ils restent éveillés. Du coup, ils supplient les scientifiques. Les scientifiques, eux, ils ont été formés pour ce genre de situation. Du coup, ils essayent de maîtriser les prisonniers. Mais ils opposent une résistance terrible.
Il y en a un qu'ils arrivent à maîtriser et à forcer à s'endormir. Sauf que dès qu'il s'endort, ce prisonnier, il meurt sur le coup. C'est-à-dire que toutes ses fonctions vitales s'arrêtent. Dès qu'il a fermé les yeux, il est mort instantanément. Il y a les 2 autres qui vont réussir à s'enfuir parce qu'ils ont une force incommensurable. C'est terrible, cette force, elle est inhumaine. Et le premier va être tué pendant sa fuite. Le deuxième, il va, à ce qui paraîtrait, enfin ça c'est une histoire un peu en plus, s'arrêter devant une autre cellule de prisonniers qui étaient gardés là. Et il va y avoir une situation qui, pour le moins, est étrange. Et si vous me permettez, je vais juste prendre mon téléphone pour savoir c'est quoi la citation, parce que je ne l'ai pas. Il va juste dire... Nous sommes vous. Nous sommes la folie se tapissant en chacun de vous et réclamant d'être libérés à tout moment de votre plus profond esprit animal. Nous sommes ce de quoi vous vous cachez dans votre lit chaque nuit. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le refuge nocturne que nous ne pouvons fouler. C'est tout ce qui a été dit face à ce prisonnier qui était tétanisé de voir ça et qui a eu la bête idée de demander qui était-il. C'est ce qu'il a répondu. Et directement après avoir fini cette phrase, enfin, en tout cas cette explication de qui il était, il s'est pris une balle du scientifique qui lui courait après. Et c'est une des expériences qui montre à quel point l'homme peut être horrible, à quel point l'éthique est importante et à quel point le sommeil est important. Et je vous souhaite de bien dormir ce soir. Belle conclusion. Mais j'ai une question, moi. Comment les scientifiques pouvaient les observer et d'un coup, plus rien? En fait, je crois que l'explication, c'est qu'ils avaient, je sais pas si tu vois les fenêtres quadrillées. Et ben en fait, il y avait ce genre de fenêtre sur la petite salle. Parce que c'était en 40, il n'y avait pas encore forcément des caméras et tout, je suppose. Enfin, Bastien, tu pourras me dire s'il y avait. Enfin, il y en avait, mais c'était pas. Oui, mais c'était pas très sophistiqué. Du coup, il y avait quand même des verres quadrillés comme ça. Et je pense que les prisonniers, le soir du 4e jour, ils ont barbouillé de matière fécale J'en ai déjà entendu parler de ça. Enfin, j'avais déjà. C'est assez connu. Moi, j'avais compris qu'ils ne regardaient pas par des carreaux, mais par des œillets à travers. Il y a plusieurs murs de la. J'ai vu les œillets, mais bon, après, on. C'est pour ça, en fait, qu'ils l'ont obstrué après. Cette histoire, elle est assez connue du coup en Russie, mais on n'est pas trop sûr de savoir si c'est réel ou pas. C'est beaucoup de suppositions. Et c'est très connu en creepypasta et c'est Orange Soda, je crois. Terrible. Moi, elle m'avait traumatisé quand j'étais petit. Parce qu'elle était accompagnée d'une image, on pensait de près, qui avait été. Pas le couloir, non, un gars avec une tête horrible. Mais c'est le sommeil, c'est terrible. Là, c'est potentiellement vrai, ça peut arriver. Mais c'est dommage, tu vois, qu'on soit pas sponsorisé par Emma Matelas parce que ton emphase sur le sommeil, c'est une transition parfaite. Donc. En tout cas, c'était très bien raconté. Merci beaucoup. Moi, tu l'as bossé. On passe à l'histoire de Manon. Il me semble, je suis pas sûre, que ce soit une histoire vraie. Donc ça se passe en Angleterre, la ville de Windermere, en 1982. Donc Hélène, à l'époque, elle a 16 ans, et donc elle va chez une famille, un jeune couple, qui a 3 enfants, donc elle va faire du babysitting là-bas. Donc les parents lui disent « Vous inquiétez pas, nos enfants ils dorment déjà, nous on va rentrer pas trop tard, on est au restaurant, appelez-nous s'il y a un souci. » Donc elle rentre, elle est tranquille, elle a rien à faire, elle se dit « Bon bah, j'ai profité pour lire un petit bouquin, m'asseoir, enfin faire ma vie quoi. » Donc ce qu'elle fait. Et puis elle commence à entendre le téléphone sonner une première fois. Donc elle décroche, et il y avait une voix un peu rock, un peu dure, d'un homme qui disait « Es-tu allé voir les enfants ?» Donc elle se pose la question bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Sauf que ça a coupé. Du coup elle se dit c'est peut-être le père qui a essayé d'avoir des informations de bah, est-ce que les enfants vont bien, enfin voilà. Donc elle se dit pas de souci, il va rappeler. Effectivement, le téléphone il se remet à sonner. Donc elle répond pareil, es-tu allé voir les enfants ? Elle répond bah Monsieur Stuart, c'est vous ?
Pas de réponse, un grand silence. Et ça raccroche. Du coup, elle se dit, au cas où, je vais appeler le restaurant où ils sont. Donc ce qu'elle fait, sauf qu'en fait, quand elle appelle le restaurant, on lui dit qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye d'appeler le père. Aucune réponse. Sauf qu'il y a de nouveau un coup de fil. Pareil, exactement la même phrase. Et tu es allé voir les enfants. Donc elle commence à paniquer, elle est pas bien. Elle appelle les forces de l'ordre. Et ils lui disent qu'ils sont désolés, qu'ils ne peuvent rien faire contre ce genre de canular. Que ça doit être des ados qui font des canulars. C'est fréquent. Bon, du coup, elle se pose pas plus de soucis que ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle refait sa petite vie, etc. Et de nouveau, le téléphone. L'homme répond, toujours la même voix, rock, dure. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Donc elle crie, laissez-moi, foutez-moi la paix, qu'est-ce que vous me voulez, c'est pas drôle. Donc elle rappelle les forces de l'ordre parce qu'elle commence un peu à paniquer. On lui dit, écoutez, rassurez-vous, laissez-moi votre numéro. Dès qu'il rappelle, on va localiser en fait où se situe l'appel. Elle se dit, ok. Là, pareil, quelques minutes plus tard, il rappelle. Pourquoi t'es pas allé voir les enfants? Ah, il est horrible, ça. Là, l'enfant, il respire plus. Hein. Là, il y a un mort. Du coup, pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Du coup, elle court, elle panique, elle s'enferme dans la cuisine, le téléphone à la main. Et là, la police rappelle. Elle dit, surtout dépêchez-vous de sortir. Il est localisé dans une pièce de la maison. Donc elle commence un peu à flipper. Du coup, elle va pour aller se barrer. En oubliant les enfants, évidemment. Ah oui. On s'en fout. Instinct de survie. Ouais, instinct de survie. Ils étaient jeunes. Du coup, là, elle voit je crois que ça s'appelle un halo de lumière, et la porte qui s'ouvre. Elle voit une grande silhouette, un peu plus dans l'ombre. On ne distingue pas très bien, juste qu'il est grand, il est un peu costaud, etc. Et elle a juste le temps de prendre ses clés, d'ouvrir la porte. Elle tombe nez avec les forces de l'ordre. Du coup, heureusement, elle est sauvée. Les enfants, on ne sait pas. Mais du coup, elle a juste le temps de se retourner, voir l'homme qui se fait menotter. Mais il avait du sang sur lui, et c'était le sang des enfants. Donc en fait, elle n'est pas allée voir les enfants, et il en a profité pour les tuer. Ah oui. Voilà. Après, elle est un peu conne, du coup, parce qu'elle n'est pas allée vérifier. Oui, mais peut-être que si elle y aurait été, il l'aurait tué peut-être dans la chambre avec ses enfants. Ouais, peut-être. Mais quand t'es babysitter, tu vas surveiller les gosses. Après, quand il dit est-ce que tu allé voir les enfants, déjà si c'est le père de famille, même s'il rapproche, tu y vas. Oui. Ouais. Parce que je pense que c'est pas famille. Et en plus de ça, il y a une tournure de phrase qui change. C'est genre est-ce que tu allé voir les enfants? Dommage, tu n'es pas allé voir les enfants. Peut-être qu'il les a tués entre les deux. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça d'ailleurs. Et peut-être que si elle y était allée. Elle aurait pu peut-être s'enfermer dans la En tout cas, c'est un super trait sur le CV, j'ai laissé mourir 3 gamins. C'est un tueur Je taquin. serais embauchée, c'est sûr. Alors moi j'ai 3 expériences, 3 enfants, regardez dans le journal, ils sont à page fait divers. Mort. Ah là, tu fais que le mystère, je pense. Pause. Avant cette histoire, je préfère vous prévenir, il va y avoir des images d'archives, donc d'événements réels avec des vraies choses qui peuvent traumatiser certaines personnes. Donc, si vous voulez passer cette histoire, je vous mets le timecode juste ici, mais cette histoire va concerner des faits réels et des choses qui sont vraiment, vraiment très glauques. Donc, si vous êtes quelqu'un de fragile et que vous pensez ne pas pouvoir supporter ce genre d'image, je vous conseille de passer à la vidéo d'après. Bon visionnage! Pour commencer mon histoire, c'est une histoire vraie qui s'est réellement passée. C'est un fait divers, plus précisément. On part en Pologne le 6 janvier 1999, donc pas du tout à la période dont vous pensez. Ce matin-là, un marin polonais est en train de travailler sur son navire quand il voit au loin quelque chose d'étrange en train de flotter. Il se trouve à l'époque, dans le fleuve qui passe au milieu de Cracovie.
Cette chose qui était en train de flotter a une forme assez longiligne. Il voit pas très bien de loin, mais c'est assez pâle, c'est un peu beige. Et par contre, il sent très bien l'odeur, qui est très très mauvaise. Voilà, pour mettre un peu l'eau à la bouche. Il demande donc au bateau de se rapprocher de ce truc qui flotte et découvre une oreille attachée à cette substance assez étrange. Il n'identifie pas trop ce que c'est. Du coup, l'équipage décide tout bonnement de remonter cette chose à bord du navire. Et ils se rendent compte qu'il s'agit d'une peau humaine. Dans un premier temps, ils se disent que c'est très certainement les restes d'une personne qui a été broyée par les hélices d'un navire qui passait par là, parce que c'est quand même un très grand fleuve et du coup, il y a des gens qui se baignaient, etc. Mais ils décident quand même de prévenir la police, même s'ils se disent c'est peut-être juste quelqu'un qui a eu une malheureuse mort. Je vous préviens, il faut bien se tenir pour la suite, parce que c'est pas très joyeux, pas très appétissant non plus. Alors, la gendarmerie arrive, monte à bord du bateau, qui entre-temps a accosté au bord de la berge. Et les 4 membres de la jeune femme ont été découpés. C'est pas le bon son, je pense. Du coup, je reprends. Les 4 membres de la jeune femme ont été découpés, sa tête également, et sa peau a été prélevée de façon à en faire un body. La pièce de vêtement, un body. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ça a été prélevé de cette manière-là. Et donc du coup, le chef de la police va expliquer que la personne qui a fait ça devait très certainement porter le body régulièrement, car la peau était assez distendue et très abîmée. Le 14 janvier, soit 8 jours plus tard de la découverte de ce corps, les vêtements de la jeune femme ainsi qu'une de ses jambes se retrouvaient dans ce fleuve. Et avec l'ADN qui a été prélevé sur les différents restes, on se rend compte qu'ils appartiennent à une étudiante de 23 ans, prénommée Katarina Zowana, disparue quelques semaines auparavant. L'enquête démarre et malgré le fait que plusieurs personnes soient soupçonnées et même arrêtées, ça ne donne rien. Il n'y a aucune preuve matérielle qui les relie à Katrina. L'affaire est devenue plus ou moins un cold case et ce n'est qu'en 2012, grâce au progrès de la science, qu'elle reprend. La police du monde entier prête main forte et 17 ans après la découverte du body humain, un homme est enfin arrêté. Il s'appelle Robert Janowski, un nom polonais, pardonnez-moi de la prononciation. Il a 52 ans et il travaille dans un laboratoire où il a l'habitude de disséquer des animaux. Donc il passe une bonne partie de son temps à dépecer ces animaux. Voilà, très beau passe-temps. Et au-delà de ça, il connaissait Katrina. Il a été condamné et emprisonné en 2018, mais il a été libéré le 31 octobre 2024, car il a été déclaré innocent par la cour d'appel de Cracovie. Katarina Zowana a été torturée et assassinée. Et encore aujourd'hui, nous ne savons pas qui a fait ce meurtre. Alors, c'était vraiment pas lui? C'était pas lui, apparemment. Ça me rappelle le tueur qui avait genre chez lui la peau de ses victimes pour faire des abat-jours et tout. Et parce que sa mère était morte, et du coup il avait tué une femme pour faire le costume de sa mère en peau vivante. Et il se mettait dedans pour faire sa mère, genre. Horrible. Glauquissime. Bravo. L'histoire elle est commune. Ouais. Pour l'instant, t'as la palme du truc le plus dégueulasse. Ouais. Dégueulasse, oui. Ah, je voudrais mieux. Hein. Il y en a un qui est sympa. Ah, l'histoire courte, le Bastille. Alors, je vous fais un petit message pour cette histoire aussi. En fait, il se pourrait que nous ayons tourné ceci il y a un petit moment et que quelques jours avant de publier cette vidéo, je tombe sur ceci. Et oui,
Le Grand JD a littéralement fait une vidéo sur l'histoire que Bastien a choisie. Bastien a choisi quelque chose qui se passait proche de chez nous, une histoire qui, bon, est connue, mais qui reste locale et dont personne n'avait parlé sur Internet. Et il fallait que la même année, le Grand JD sorte une vidéo dessus. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les 2 vidéos et on passe un petit coucou au Grand JD. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous raconter une histoire qui porte le nom assez funèbre de l'Auberge Rouge. Cette histoire, elle prend place en automne. Elle prend place en automne le 12 octobre, précisément 1831, dans le canton de Lanars, qui se situe dans un département que vous et moi connaissions bien, qui s'appelle l'Ardèche. À ce moment-là, Jean-Antoine Enjolras, qui est un cultivateur assez âgé, d'à peu près 72 ans, revient d'une foire d'un village voisin dans laquelle il a acquis une génisse. C'est une jeune vache qui est achetée dans l'objectif de pouvoir faire des veaux en fait par la suite et créer un élevage. Malheureusement, il perd sa génisse dans la forêt et il passe sa journée à la chercher. Sa journée, c'est-à-dire du matin en revenant de la foire, fin de matinée, jusqu'au soir. Le soir, il est épuisé, ses recherches ont mené à rien, il abandonne la recherche de la génisse, il a besoin d'un endroit où dormir. Et ça tombe bien, puisque sur son chemin, il y a une auberge qu'on appelle l'auberge du Peyrebeil, qui est assez connue dans la région, une auberge très connue parce qu'elle accueille généralement les gens qui sont en quête de trouver le gîte et le couvert pour l'espace d'une nuit. Il va dans cette auberge et il est accueilli par un homme dont on connaît le nom, qui s'appelle Jean Rochette. C'est un gars assez grand, assez frêle et assez pâle, qui est pas très accueillant, mais qui l'emmène quand même vers sa chambre, enfin vers une chambre en l'occurrence, dans laquelle notre ami Antoine dépose ses affaires et passe quelques temps pour se reposer. Tard le soir, après sa petite sieste, il descend et là, il va dans la salle où il y a un comptoir, la cuisine à l'arrière, et il fait la rencontre de Jean et Marie Martin, qui sont les tenanciers de l'auberge. Il fait connaissance avec eux, et ils lui servent un ragoût qui est excellent, un ragoût qui est très connu pour réchauffer les cœurs de ceux qui viennent dans l'auberge. Marie est une femme assez loquace pour l'époque, en l'occurrence, c'est une femme qui se montre beaucoup. À l'époque, les femmes sont un peu, un peu à la botte, réservées à la botte de leur mari. Et par contre, le mari, lui, est un homme de très fort caractère, qui est assez connu dans la région et assez peu aimé par rapport à ce caractère, malgré la grandeur de son auberge. Il y passe la nuit, il dort, et le lendemain, son corps est retrouvé sur les berges de l'Allier. Avec moi. Son corps est retrouvé sur les berges de l'Allier, un cours d'eau qui passe pas loin de l'auberge du Peyrebeil. Et un témoin raconte avoir aperçu Pierre, le tenancier de l'auberge, avec son neveu, André, transporter le corps de Antoine en charrette le matin extrêmement tôt pour aller le jeter dans le cours d'eau. Il est retrouvé avec le crâne fracassé et les genoux brisés. À partir de ce témoignage, Jean et André sont arrêtés le 1er novembre et le valet des tenanciers, qui vous avez compris est Jean Rochette, l'homme qui avait accueilli la veille notre cher Antoine dans l'auberge, est arrêté également. Le début du procès débute 2 ans plus tard. Pendant le procès, il y a un flux de témoins absolument inconsidérable. Pour contexte, les Martins, ils se sont installés dans cette auberge en 1818, reprenant un petit bâtiment qui avait été tenu par les parents de Marie, un tout petit truc qui n'était pas connu et qui n'était pas une auberge à l'époque. Et en très peu de temps, jusqu'à 1831, c'est à peu près 13 ans, donc pour l'époque c'est peu de temps, ils ont gagné énormément d'argent et ils ont accumulé énormément de terrain autour. Ce qui suscite beaucoup d'admiration, mais aussi beaucoup de méfiance. La question, c'est comment des gars comme ça ont pu acheter plusieurs parcelles en si peu de temps. C'est cette question, comment ce couple, qui est arrivé en 1818, a pu en si peu de temps gagner autant d'argent. Le flux de témoins
dit long sur la réponse qui va être apportée. Beaucoup disent avoir entendu des cris stridents pendant les nuits. D'autres, avoir vu des clients entrer sans jamais ressortir de l'auberge. Certains disent avoir vu des draps tachés de sang, étendus sur l'étendage, ou plutôt pliés dans les chambres. Et leur four à pain est l'un des éléments suscitant le plus de rumeurs. On dit qu'ils y faisaient brûler les corps de leurs victimes après les avoir tués et dépouillés, et que des odeurs nauséabondes s'échappaient de ce four à pain. Mais l'élément le plus perturbateur, c'est le ragoût. D'où pouvait provenir la viande? Du ragoût? Alors que les dernières années avaient été très sèches, c'est-à-dire très peu donatrices de viande dans la forêt. Les saisons de chasse, les gens qui étaient spécialisés dans la chasse avaient eux-mêmes du mal à ramener du gibier, alors comment deux aubergistes qui pouvaient tenir une auberge pendant toute la journée pouvaient aller chasser à côté et trouver de la viande pas loin de leur parcelle, alors que personne n'en trouvait. Vous l'aurez compris, cette affaire, elle a suscité énormément de rumeurs, dont il est de nos jours encore difficile de déceler le vrai du faux, puisque à l'époque on racontait qu'ils tuaient toutes ces personnes, qu'ils les donnaient à manger évidemment, comme vous l'aurez compris, à leurs clients, pour les dépouiller, pour récupérer leur argent, et que c'est grâce à ça qu'ils avaient accumulé autant de parcelles et qu'ils avaient réussi à faire grandir leur auberge en si peu de temps. Sauf que la seule victime qu'on a retrouvée, qui est Antoine, l'homme du début, avait son portefeuille rempli dans ses poches. Aucun argent n'avait été volé. Finalement, le valet et le couple, puisque Marie est elle aussi arrêtée quelques semaines après, au début elle n'est pas arrêtée parce que les gens se demandaient comment une femme pouvait commettre de telles atrocités. C'est avec les témoignages qu'elle va être arrêtée. Ils sont condamnés à la peine de mort et ils sont exécutés devant l'auberge, guillotinés en l'occurrence. Alors qu'ils clamaient leur innocence pendant toute l'affaire, leur valet, avant de mourir, dit ces derniers mots: « Maudit maître, que ne m'avez-vous pas fait faire ?» Semons le doute sur cette affaire pour les siècles suivants. Et encore actuellement, l'auberge du Pays Rebelle existe encore en plein milieu de l'Ardèche. Elle n'est plus tenue évidemment par les Martins, comme vous l'aurez deviné, mais c'est devenu une espèce de musée et de restaurant-hôtel assez étoilé juste à côté, qui est pas mal, dans lequel les gens parfois disent entendre encore des petits cris de personnes qui se font éviscérer. On va y manger demain. Le terroir ardéchois et son bon petit ragoût. Voilà. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu très peu d'éléments qui ont été retenus à leur charge. Ils ont été condamnés à la fin pour un meurtre, du coup celui de Jean-Antoine, et pour 6 tentatives de meurtre et 4 vols. Donc en fait, ils ont été condamnés sur très peu à la guillotine, sachant que l'affaire a failli être abandonnée en plein milieu, puisque les témoins qui venaient étaient souvent des gens qui détestaient les Martins, parce que justement, ils avaient accumulé énormément d'argent. Ils inventaient des témoignages qui n'étaient pas du tout concordants, qui n'étaient pas du tout cohérents. Ils voulaient juste en fait les faire partir de là. Surtout qu'il y a un contexte politique à l'époque que j'ai pas dit dans l'histoire parce que ça n'avait pas vraiment de sens. À l'époque, le procès fait beaucoup de bruit parce qu'en Ardèche, il y a ce qu'on appelle les ultra-royalistes. C'est des gens qu'on disait plus royalistes que le roi lui-même, qui voulaient le retour de la monarchie absolue et du contrôle total du roi sur la France, alors que le roi, qui était à cette époque-là, puisque effectivement, au début du 19e siècle, on repasse de la République à un roi. Le roi qui était à cette époque-là, Louis-Philippe, était un roi qui voulait avoir la bonne des Français et qui voulait pas paraître trop avide de pouvoir. Donc forcément, ce procès a servi d'exemple pour les gens qui voulaient être plus royalistes que le roi. Et c'est pour ça qu'on a pris le témoignage d'une espèce d'un clochard, c'est vrai à l'époque, un clochard qui était aveugle et souvent bourré, comme témoignage principal et comme clé du procès qui a fait condamner les Martins. Mais il me semble, il y a pas un film. Il y a plusieurs films qui sont sortis sur le terrain. Dont un qui est vieux, qui était avec Fernandel à l'époque. Mais j'ai vu passer... Maintenant, on va passer à mon histoire. Mon histoire est une histoire inventée. Ok. Ça me met dans le bain direct. Mon histoire est une histoire inventée par mes soins. Voilà. Et elle repose sur une mécanique qui me terrorise, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus.
Notre histoire commence aux États-Unis d'Amérique. Un homme vient de s'installer dans un nouvel appartement et en fait se rend compte que dans un mois, c'est le 24 décembre, donc c'est Noël. Et ça fait 25 ans qu'avec ses amis, ils ne se sont plus vus parce que y en a qui sont partis dans d'autres pays, il y en a qui sont partis faire leur vie et du coup, à force, on se voit plus et on s'oublie. Sauf qu'il se souvient que à Noël, souvent, ils se retrouvaient tous ensemble et ils allaient dans un chalet qu'ils allaient louer, un peu comme un Airbnb. Et du coup, ils faisaient leur petit rituel là-bas. Et du coup, ils décident de contacter tous ses amis un mois avant. Donc, très peu de probabilité que tout le monde réponde, mais grande chance, tout le monde est chaud. Et du coup, pour marquer le coup, on va faire la même chose qu'on a fait il y a 25 ans, la dernière fois qu'on s'est vu. On va louer le même Airbnb. On y va, grand chalet dans les montagnes, plein milieu de la forêt, personne autour. L'endroit parfait pour s'amuser, quoi. Donc ils arrivent, les retrouvailles. Ah, mais t'es gamin, oh machin, ah, mais t'as des enfants, ah, tu fais tel travail. Super soirée. L'alcool, beaucoup d'alcool. Les cadeaux, parce que y en a qui ont eu de l'argent. Il faut qu'on se retrouve en beauté, quoi. Là, c'est vraiment 25 ans à rattraper en quelques jours, quelques secondes même, entre guillemets, parce que ça passe super vite. C'est juste un week-end, quoi. Et là, il faut aller se coucher le premier soir, donc 2h du matin. Tout le monde est déchiré. Et il y a une personne ou deux qui restent éveillées, dont la fille, ou à l'époque, bon. Et elle a toujours pas de mec. Du coup, il commence à se dragouiller. Il commence à... Exactement. Et ça s'emballe. Et du coup, ils vont finir leur soirée dans une chambre tous les deux. Et ça s'endort. Ça s'endort. Et là, le mec, il se réveille. Petite ambiance bizarre. Genre, la fille est plus à côté dans le lit, mais il fait frais, il fait froid, les lumières sont éteintes, et il y a comme une ambiance bizarre. Et là, du coup, il retourne dans le hall central où il y a tout, voilà. Et du coup, il se rappelle que la veille, ils ont fait leur rituel qu'ils font tous les ans. Avant de s'offrir les cadeaux, ils mettent chacun une bûche dans la cheminée parce que c'est convivial, ils se font des petits vœux et tout. Mais là, il trouve ça bizarre parce que la cheminée, elle est froide et elle est vide. Et il y a juste un papier blanc dedans. Donc lui, il fait pas trop attention. Il se dit, bon, c'est trop bizarre, mais ok, de toute façon, je suis déchiré, j'ai dû oublier plein de trucs. Et en fait, il se rend compte aussi que toutes les fenêtres sont ouvertes et qu'il y a plein de brouillard, mais vraiment du brouillard sévère. Voilà, un gros brouillard. Il y a un profond... Ouais. Il y a un profond brouillard dans la pièce. Et donc là, il cherche ses amis, mais il n'y a personne. Donc il se dit, bon, je me suis peut-être levé en dernier, ils sont partis faire les trucs. Donc il commence à ranger. Ils se disent, ils vont peut-être revenir de leur balade et tout. C'est un truc qu'ils faisaient souvent à l'époque, donc soit. Le mec, il range, il fait ses petits trucs, et là, il tombe sur l'appareil photo. Donc il se dit, je vais regarder les photos. Et là, il regarde les photos. Et sur toutes les photos, il est seul. Seul, tout seul. Donc là, il commence à avoir des frissons qui le prennent de partout. Mais comment ça se fait? On était tous ensemble, j'en suis sûr, j'en suis certain. Et là, il se dit, il y avait un papier dans la cheminée. Et du coup, il va voir le papier dans la cheminée. Il ouvre, et en fait, c'est un article de journal où c'est marqué « Il y a 25 ans, donc en gros, la date d'il y a 25 ans, donc en 2000, un homme a massacré ses 8 amis avec qui il était allé dans un chalet. Et en fait, là, il y a tout qui lui remonte. Et il se souvient de cette soirée où, en fait, il a perdu les pédales parce qu'il n'avait pas eu la fille qu'il voulait avoir. Et du coup, il a massacré tout le monde. Et il a passé 25 ans en prison. Et en fait, à sa sortie, en plein déni, il est juste retourné sur les lieux du crime. Voilà. Voilà mon histoire. J'adore. Un esprit malade. Non mais genre, ça a toujours... Tout vient de la tête de Dylan. Non mais c'est que j'ai toujours eu peur de ce truc où tu dis t'es en soirée et en fait d'un coup, plus personne. Et en fait tout est dans ta tête, tu vois. La solitude c'est terrifiant. Genre la solitude qui te rend malade. Mais lui c'est bien ce soir Dylan. C'est terrible. Mais ça se verra au montage. La vidéo, les gens ils vont voir sur YouTube, il y a un mec tout seul, il fait tous les rôles.
Vas-y, tu fais ça. C'est cool parce que t'as juste le bon déclic de partir dans l'horreur. Genre tout va bien et tu passes. Tac, ouais, c'est moi, c'était vraiment le truc. Ouais, la transition est rapide quand même. Belle transition, franchement, c'est bien. Franchement, incroyable. Merci. Et en plus, on finit sur moi, donc le plan est sur moi. Et on peut dire que. Dans le cinéma, toi. Merci. Et on peut dire que cette vidéo est terminée, donc merci à tout le monde. Merci. Voilà. Merci et au revoir. Des bisous. Abonnez-vous, mettez la cloche, Ouais. partagez, commentez. Et dites qui vous avez préféré, enfin l'histoire, pas la personne. Oui. Ouais. Ou les deux, mettez la personne et l'histoire. Ouais, mettez tout. Et en commentaire, mettez tout. Genre juste tout. Et voilà. Bon, c'est un super tome. Les gars. Il y a quelqu'un. Allô? Bref, là on parle d'un truc qui traumatiserait n'importe qui, et c'est horrible de penser que ça fera partie de l'enfance de pas mal de gens.